Alors dans cette vidéo, on va voir qu'il est possible de combiner les différents opérateurs et que cela va nous donner des informations intéressantes et supplémentaires. Alors effectivement, quand on applique un opérateur à un champ, qu'il soit scalaire ou vecteur, eh bien, il faut bien avoir compris que cela nous redonne un autre champ. Puisque par exemple, quand je prends le gradient du potentiel V au point M, eh bien, le gradient, ça nous donne un vecteur au point M, et ça, c'est vrai, quel que soit le point M. Donc, le gradient de V, ça nous donne un nouveau champ, ici, vectoriel. Et ça, c'est le cas pour les trois opérateurs. Donc, on a ici résumé. L'opérateur gradient, finalement, on l'applique à un champ scalaire, et donc il nous donne un champ vectoriel. L'opérateur divergence, on l'applique à un champ vectoriel et il nous donne un champ scalaire, c'est-à-dire qu'en chaque point, on a un nombre correspondant au résultat de la divergence du champ en ce point. Et l'opérateur rotationnel, lui, il agit sur un champ de vecteurs et il donne un autre champ de vecteurs. Du coup, on va pouvoir faire 5 combinaisons d'opérateurs du premier ordre pour créer des opérateurs du second ordre. Alors, en effet, par exemple, le gradient agit sur un champ scalaire. Donc, la divergence étant un champ scalaire, on va pouvoir faire le gradient de la divergence. Ensuite, la divergence agit sur un champ vectoriel. Donc on va pouvoir faire la divergence du gradient. Et on va pouvoir faire la divergence du rotationnel. Et enfin, le rotationnel agit sur un champ vectoriel. Donc on va pouvoir faire le rotationnel du gradient. Et on va pouvoir faire le rotationnel du rotationnel. Voilà donc, sauf erreur de ma part, les 5 combinaisons possibles d'opérateurs du premier ordre. Et donc, on va regarder pour chacune de ces combinaisons, ce que ça donne. Alors par exemple, si on commence par la divergence du rotationnel. Donc ici, on prend un champ de vecteur A qui est absolument quelconque. Et en fait, on va montrer que la divergence du rotationnel de n'importe quel champ de vecteur est toujours nulle. Alors pour la démonstration, on l'a fait en coordonnées cartésiennes parce que c'est la plus simple, mais ça n'enlève rien à la généralité. Alors déjà, écrivons ce qu'est le rotationnel du champ de vecteur A. Donc ça, il suffit de prendre le formulaire. Donc on a 3 composantes du rotationnel. La composante selon x ici, donc rot A selon x, celle selon y, celle selon z. Et ensuite, si on prend la divergence du rotationnel, la divergence d'un champ de vecteurs, c'est la somme des dérivées partielles pour chacune des coordonnées. Donc chaque composante correspondant à chaque coordonnée. Donc par exemple, le premier terme, c'est la dérivée partielle par rapport à x de la composante selon x du vecteur dont on prend la divergence. Or ici, le vecteur dont on prend la divergence, c'est le vecteur rotationnel de A. Donc la composante selon x, c'est tout ça. Et après, on fait la même chose pour y, la même chose pour z. Donc du coup, quand on remplace ici la composante selon x, on a donc 2 termes. Et donc ces 2 termes, on les dérive par rapport à x. Donc par exemple le premier, là, on a déjà la dérivée partielle par rapport à y, donc ça, on dérive aussi par rapport à x. Donc au numérateur, on a ici un d2, d au carré, et ici on a le produit entre dy qui était déjà là et le dx qui est ici. On fait la même chose pour le second, donc on se retrouve avec d2 sur dz fois dx. On fait pareil pour les 4 autres termes, on obtient ça. Et ensuite, il y a un théorème mathématique qui dit que si les variables sont indépendantes, eh bien, on peut intervertir les dérivées. Donc ça paraît logique, hein. La dérivée, c'est la variation. Donc si on regarde la variation par rapport à 2 variables qui sont indépendantes, eh bien, on peut d'abord regarder la variation par rapport à une variable, puis la variation par rapport à l'autre, ou commencer par la seconde et faire ensuite la première. Puisqu'elles sont indépendantes, en fait, l'ordre importe peu. Donc ça veut dire qu'ici, la dérivée seconde de AZ par rapport à Y et X, eh bien, c'est la même chose que la dérivée seconde de AZ par rapport à X et Y. On peut intervertir les deux. Du coup, il y a un signe moins entre les deux. Ces deux termes sont les mêmes, donc ça se simplifie.
même chose ici, et même chose ici. Donc on a bien la divergence du rotationnel de A est égale à 0, quel que soit A. Bon, c'est pas très rigolo à faire, on va pas redémontrer toutes les combinaisons, on l'a fait une fois. Donc voilà déjà une des combinaisons, une des 5 combinaisons, on sait que ça vaut 0. Donc si on fait la même chose pour les autres, eh bien lorsqu'on fait le rotationnel d'un gradient de n'importe quel champ scalaire, eh bien on trouve que là aussi ça vaut tout le temps 0. Par contre, pour les autres, ça ne vaut pas 0. Donc la divergence d'un gradient, donc d'un champ scalaire, vaut ce que ça vaut. Et donc c'est une combinaison qui est importante et donc on va lui donner un petit nom. Ça va être un nouvel opérateur. Cet opérateur donc, qui est par un grand delta, qui est représenté par un grand delta, on va l'appeler l'opérateur laplacien. Donc la divergence du gradient d'un champ scalaire, c'est le laplacien de ce champ scalaire. Ensuite, lorsqu'on fait le rotationnel du rotationnel, eh bien en fait, ça nous donne les deux dernières combinaisons parce qu'on voit que le rotationnel du rotationnel d'un champ vectoriel, il est lié au gradient de la divergence de ce champ vectoriel. Et le lien entre les deux, c'est un nouvel opérateur qui est ici représenté à nouveau par un delta. Donc ça va être un laplacien, mais ici ça va être le laplacien d'un champ vectoriel. Donc on introduit ici ce nouvel opérateur du second ordre. Voilà, et donc ici, gradient de divergence et rotationnel de rotationnel, on ne leur donne pas de nom particulier. C'est uniquement le laplacien qu'on introduit comme nouvel opérateur secondaire. Voilà, donc ces 4 relations sont importantes pour la suite, mais bon, à force vous allez les connaître par cœur, mais au début on peut les avoir sur un formulaire. Alors maintenant voyons ce que ça implique. Alors déjà on va voir que certaines impliquent la définition de potentiel électromagnétique lié au champ électromagnétique. Alors il y en a un qu'on connaît déjà, c'est le potentiel électrique V. Et donc ce potentiel électrique V, on l'a introduit au deuxième chapitre en calculant la circulation du champ électrostatique. Donc là, on va le retrouver en utilisant les lois locales. Alors, on a vu que la circulation conservative du champ électrostatique, ça se traduisait localement par le rotationnel du champ électrostatique est partout forcément nul. Or, on vient de voir juste au-dessus que le rotationnel du gradient de n'importe quel champ scalaire est forcément nul. Donc, lorsque on met en lien ces deux égalités, eh bien, ça veut dire qu'on peut poser que le champ électrique est le gradient d'un champ scalaire. Donc on pourrait poser E égale gradient de F. Par commodité, pour qu'on retrouve une interprétation cohérente, eh bien on va plutôt poser que le champ électrique, c'est l'opposé du gradient d'un champ scalaire, et ce champ scalaire, on l'appelle V, c'est donc le potentiel électrique. Donc voilà une autre manière de démontrer qu'il y a un lien, on peut définir un potentiel à partir du champ électrostatique. Et donc c'est le gradient qui est le lien entre les deux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, mais maintenant, on va trouver un nouveau potentiel. Ça va être le potentiel magnétique et qui va utiliser le fait que le flux du champ magnétique est conservatif. Donc localement, ça se traduit par la divergence du champ magnétique est nulle partout. Or, on a vu dans les combinaisons d'opérateurs que la divergence du rotationnel de n'importe quel champ vectoriel était forcément nulle. Donc à nouveau, en mettant en lien ces deux relations, eh bien, on peut dire que le champ magnétique, on peut poser que c'est le rotationnel d'un nouveau champ vectoriel qu'on va appeler le potentiel vecteur. Et donc, ce potentiel vecteur, c'est en gros, pour l'instant, le potentiel magnétique. Donc, finalement, E et B, les deux, sont liés à des potentiels, donc V pour E et A pour B. On verra dans le prochain chapitre que, en fait, dès qu'on a des phénomènes qui sont variables dans le temps, eh bien on va avoir un mélange, c'est-à-dire que E va dépendre en même temps de V et de A. Donc en fait, A et V seront les potentiels électromagnétiques. Donc voilà pour ces présentations donc, de potentiels. Et donc on va regarder en fait on va montrer que une des lois locales de l'électromagnétisme
se traduit en une loi sur l'un des potentiels, et c'est une loi qui est très importante, qui s'appelle la loi de Poisson. Alors, on va partir de la loi qui donne le champ électrique, donc c'est la loi de Gauss locale. Divergence de E égale la densité de charge au point M sur epsilon 0. Ensuite, le champ électrique, on a vu que on peut le relier au potentiel avec E égale moins gradient de V. Donc je remplace dans la divergence E par moins gradient de V. Donc on obtient divergence de moins gradient de V égale la densité de charge sur epsilon 0. La divergence est un opérateur qui est linéaire, donc je peux sortir le signe moins, et donc on obtient moins divergence de gradient de V. Or, on l'a vu, la divergence du gradient de V, c'est ce qu'on pose comme étant le Laplacien. Et donc en faisant passer le signe moins à droite, eh bien, on arrive à une équation sur le potentiel électrique qui est Laplacien du potentiel électrique au point M est égal à l'opposé de la densité de charge en ce point M sur epsilon 0. Et dans le cas, donc ça c'est ce qu'on appelle l'équation de Poisson, et dans le cas où le point M est, est dans le vide ou que le milieu est neutre, c'est-à-dire il y a autant de charge plus et de charge moins, donc ça veut dire que la densité de charge est nulle, eh bien on arrive à cette équation qui s'appelle l'équation de Laplace. Donc Laplacien de V est égal à 0. Donc c'est une équation qu'on retrouve dans plusieurs domaines de la physique et qui est très très importante. Alors justement, on va regarder un petit peu comment on fait pour la manipuler, cette équation de Laplace, dans le cas d'un exemple simple mais important, qui est celui où on place deux conducteurs, donc des conducteurs qui sont plans, on va considérer qu'ils sont très longs et larges par rapport à la distance qui va les séparer, donc on les met de manière parfaitement parallèle, et donc ils sont infinis selon x et y. Du coup, alors j'ai oublié de poser x et y. Du coup, pour pouvoir utiliser en pratique l'équation de Laplace, on va d'abord regarder les invariances. Alors on ne regarde pas les symétries puisque le potentiel est un champ scalaire, donc il n'y a pas de question de direction ici. Donc les invariances, clairement, il y en a deux, une selon x, une selon y, donc la fonction potentielle est une fonction qui ne peut dépendre que de la variable z. Donc à nouveau, on a pris un point M ici quelconque, mais vu que les deux plans sont infinis, on peut considérer que c'est au centre. Donc appliquons l'équation de Laplace. Donc Laplacien de V est égal à 0, puisqu'ici, il n'y a rien entre les deux plaques conductrices. Donc j'ai oublié de dire, mais évidemment, on met une tension entre ces deux plaques. Donc une tension U, c'est-à-dire que cette plaque-là va être un potentiel V2 et cette plaque-là va être un potentiel V1. Et donc la tension, c'est V2 moins V1. Donc Laplacien de V est égal à 0. Le Laplacien, on regarde dans le formulaire, c'est la somme des dérivées secondes. Or, ici, vu que le potentiel ne dépend que de z, ça veut dire que les dérivées secondes par rapport à x et y valent 0. Donc finalement, il ne va rester que dérivée seconde du potentiel par rapport à z est égal à 0. Nous, ce qu'on veut, c'est le potentiel en tout point M, donc il va falloir primitiver cette relation. On primitive une première fois, ça permet d'avoir la dérivée de v par rapport à z est égale à une constante. On primitive une deuxième fois, on obtient v est égal à une constante fois z plus une autre constante. On détermine ces deux constantes grâce aux conditions limites. Donc on connaît les potentiels au niveau de chaque plaque. Donc on sait que le potentiel en z égale à 0, c'est V1, et le potentiel en z égale E, c'est V2. Je traduis ça en utilisant donc l'expression qu'on a ici. Donc le potentiel en z égale à 0, c'est la constante K2. Et le potentiel en z égale E, ça fait K1E plus K2 est égal à V2. Donc d'après la première ligne, K2 c'est V1. Donc finalement, on en déduit que K1 c'est égal à V2 moins V1 sur E, c'est-à-dire U sur E. Donc on en déduit que eh bien, le potentiel en n'importe quel point M, c'est égal à U sur E fois Z plus V1. Et ensuite, si on s'intéresse au champ électrique,
Eh bien, on utilise la relation locale. E, c'est moins le gradient du potentiel. Ici, le gradient, c'est uniquement, toujours grâce aux invariants, c'est uniquement la dérivée de v par rapport à z dans la direction EZ. Donc ça donne moins U sur E, EZ, donc un champ qui est constant et dirigé uniquement dans la direction EZ. Voilà donc pour cette combinaison d'opérateurs et pour l'application ici de la loi de Laplace.